Et bien voici donc la fameuse Game Buino, qui est donc une petite console basée sur un microprocesseur de chez Atmel, le SAMD 21. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le même qu'on va retrouver dans les Arduino Zero. Et surtout, pour ce que je connais un peu plus, les cartes de chez Adafruit, que ce soit les Feather M0 ou la Circuit Playground Express, qui est quand même un super outil pour apprendre à programmer. Je vous mettrai les liens si vous voulez regarder. Donc cette console, quand je dis console, c'est parce qu'on a bien sûr un écran, des boutons pour jouer, on a un petit haut-parleur sur le côté. Ici on peut apercevoir, il y a un port casque. Ici ce sont les jeux qui sont stockés sur une carte SD. Ce que vous voyez au dos, normalement c'est pas branché, hein, c'est ce que je vais vous expliquer juste derrière. C'est l'accès en fait à tous les ports du SAMD 21 qui sont exposés en fait à l'arrière, là juste au niveau au-dessus de la batterie. Et puis en dessous, rien de spécial, juste un port mini USB ici pour relier au PC pour programmer le microcontrôleur et pour charger la batterie. Parce que quand je dis programmer, c'est donc une console éducative dans le sens où on va programmer ses propres jeux. Donc je vais vous montrer à l'image déjà ce que ça donne. On va essayer d'avoir pas trop de reflets. Voilà. Donc il y a déjà un certain nombre de jeux qui ont été mis sur la carte quand vous installez tout ce qu'il faut. Et moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est de développer un peu avec CircuitPython. Donc c'est vraiment les premières versions. On essaye, on tâtonne. Et pour ce que je vais vous montrer aujourd'hui, de toute façon, ça suffira parce que ça fonctionne très bien pour ça. Donc là, ce que j'ai attaqué, en fait, c'est une série de petits montages électroniques. C'est ce qui m'intéresse, c'est que par le biais de... Normalement, ce ne sont pas des câbles, hein, c'est directement le backpack qui est vendu par Game Buino. Donc le backpack, c'est cette pièce ici. Ici, vous avez des broches comme ce côté qui vont venir se brancher directement sous la console. Hein, donc vous branchez, débranchez suivant ce que vous avez besoin d'utiliser. Là, il se trouve que je ne les ai pas soudés dans le bon sens. C'est ce que je voulais aussi vous expliquer. Quand on la reçoit, il faut savoir que dans ce sens-là, en fait, vous voyez ici, on voit que là où j'ai soudé, moi ici, on voit que c'est entouré d'une zone rectangulaire blanche qui était donc censée indiquer que les broches devaient être vers le haut. Et donc bien sûr, celles ici qui vont dans la breadboard après, elles auraient dû être sur le dessous. Ce qui aurait permis de mettre la console dans ce sens-là, et puis on branche sur la breadboard. Parce que par choix de design, c'était la volonté d'avoir comme une sorte de détrompeur. On voit que ici il y a une broche qui n'est pas reliée, de même que ici en haut à gauche. C'est deux fois 20 broches normalement, et donc il y en a d'autres pas utilisées. Mais c'est pas grave, ce que j'ai fait, moi j'ai utilisé des câbles, des petits jumpers que j'avais mâle-femelle, pour relier à la fois le backpack et puis directement la Game Buino. Je verrai si je refais un autre backpack, j'en récupérerai peut-être un autre. Et ce qui a été demandé là sur le forum, c'était donc justement ce backpack, est-ce que c'est compliqué à souder, comment on s'y prend? Donc la réponse est si on prend le temps, non, c'est pas compliqué. Ça paraît impressionnant parce qu'il va y avoir une série de soudures, mais au contraire, je trouve que c'est un bon exercice puisque vous allez avoir le même geste à répéter et ça vous permettra d'apprendre à faire vos premières soudures éventuellement. C'est pas si compliqué que ça. Donc pour une vidéo complète de soudure, je ferai peut-être après une soudure de ce genre de broche qu'on trouve dans beaucoup de montages sur une Raspberry Zero que j'ai encore en stock qui n'avait pas ces broches soudées. J'ai pas d'autres backpacks pour l'instant pour vous montrer exactement, mais enfin, voilà, à part le côté où nous avons les rectangles blancs, les broches vers le haut, de ce côté vers le dessous. Moi, ce qui m'avait trompé, c'est le fait que dessous, il y a marqué breadboard, backpack, je pense qu'on voit là, ouais. Donc ça, c'est le dessous, en fait, hein, c'est dans ce sens-là. Les seules astuces, mais je vous les montrerai, je pense, dans la vidéo de soudure, c'est que c'est pas mal d'avoir une breadboard qui va vous aider, en fait, à cette étape de soudure. Donc si je prends, attends, je vais reprendre celle du montage final que je voulais vous montrer. Voilà. Quand on a cette série-là de broches, par exemple, donc là, il y a des trous hein, au départ, vous positionnez,
vous retournez et vous pouvez, sans forcément les enfoncer à fond, vous aider de la breadboard, qui est cette petite carte de montage pratique. Vous la mettez dans les trous à peu près en face. Moi, ce que j'avais fait sur la partie, je vais vous montrer sur le côté. Donc, voilà. Donc, vous pouvez les enfoncer un peu plus que ça pour vous aider. Ici, moi, j'avais mis une petite cale en dessous pour que ça bouge pas. Et donc après, vous vous retrouvez dans une position à plat, avec les broches ici à souder de manière assez facile. Donc votre fer à souder, et puis une par une, vous allez pouvoir y accéder. Moi, je pars toujours dans ce sens-là, pardon, dans l'autre sens justement. Je pars toujours de la gauche, puis c'est comme ça, je ne rechauffe pas quelque chose que j'ai déjà fait. Alors que si vous partez de ce côté, si je soude celle-ci d'abord, quand je vais arriver à celle-ci, en soudant celle-ci, je suis en train de chauffer celle qui est dessous. Donc c'est pas forcément très grave, mais c'est pas la peine de retoucher une soudure qui est déjà propre et terminée. Donc moi je l'ai fait dans ce sens. Je vous montrerai sur la Pi 0, c'est pas très compliqué. Je vous montrerai aussi le matériel que j'utilise, c'est pas complexe du tout, ne vous inquiétez pas. Donc l'idée, une fois qu'on a ce backpack, c'est que, comme vous voyez, il est labellisé. On va donc avoir toutes les entrées-sorties du SAMD 21 nommées, pour pas s'y perdre. Donc là on retrouve la masse, GND, ground, le 3V3, qu'on va retrouver à l'autre extrémité ici, ground et 3V3. Et puis après, il y a toute une série, donc c'est assez bien rassemblé. On a la partie, quand on veut faire les systèmes qui utilisent le SPI, c'est un système qui permet de chaîner plusieurs devices avec un protocole qui permet par exemple de connecter sur un écran, sur certains capteurs. Ici, vous avez la série des broches analogiques. Il faut savoir que toutes les autres broches vont être digitales, c'est-à-dire courant haut, courant bas, 0, 1, on est en binaire, alors qu'ici, on aura la possibilité d'avoir des valeurs analogiques, que j'utiliserai d'ailleurs dans le montage avec le potentiomètre. Et puis après, voilà, clock, reset, un certain nombre de prises qui sont toutes nommées. Et puis la partie I2C, qui est aussi un autre protocole pour communiquer avec des capteurs ou d'autres composants. Je vais maintenant vous montrer un petit peu le montage sur la breadboard. Donc on va commencer avec un premier montage où je vais simplement déjà vous montrer comment on récupère la masse et l'alimentation 3 volts pour déjà ne serait-ce qu'allumer une LED. On va tout de suite se payer le luxe d'incorporer le potentiomètre. Donc le potentiomètre, c'est en l'occurrence celui que j'ai là aujourd'hui, c'est ce petit objet. Ici, on a une partie qui pivote et l'intérêt, un potentiomètre, c'est une résistance variable en fonction de la position de cette partie mobile. Donc ce qui se passe, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que sur les deux bornes extérieures, on mette d'un côté la masse et de l'autre côté l'alimentation électrique que vous souhaitez apporter. Et puis là, sur la broche du milieu, il y aura la tension qui résultera du rapport entre la tension que vous avez appliquée entre ces deux bornes, donc ici 3V3, plus exactement sur la console, j'ai vu qu'une fois chargé, on était même des fois à 3V6, 3V7. Et en appliquant la loi d'Ohm, ici c'est un potentiomètre qui au maximum vaut 10 kΩ, on se retrouvera ici avec une tension variable sur la broche centrale. Donc pour un montage, quand on apprend, c'est quand même plus facile d'utiliser donc ce qu'on appelle une breadboard. Ici, vous avez vu que j'ai branché le backpack, donc j'ai juste enfiché les broches dedans. L'intérêt d'une breadboard, c'est qu'il faut s'imaginer qu'à chaque fois... Donc là, j'en ai deux, en fait, qui sont à la jointure ici. Et je les ai assemblées toutes les deux par les petits crochets qui sont sur le côté, c'est plus un confort. L'intérêt donc d'une breadboard, c'est d'avoir les rails d'alimentation de ce côté-là, par exemple. Donc la ligne bleue, ça sera notre masse, la ligne rouge, l'alimentation positive. J'irai récupérer depuis le backpack pour le dispatcher ici, puis d'ici on ira l'utiliser sur notre montage. Et le reste du breadboard, l'intérêt aussi, c'est que pour une colonne donnée, c'est comme si vous aviez un fil qui reliait tous les éléments d'une colonne. Donc si je prends par exemple ici, on va démarrer sur la masse, ground, qui est donc la troisième. Donc là, généralement, je me repère sur un chiffre. Je me suis mis sur l'emplacement 10. Là, on voit qu'il y a le 5. Là, je suis à 10. Et surtout, l'important, c'est de bien compter. Donc je suis sur la 1, 2, 3e pour la masse. Donc 1,
2, 3 pour la masse. Ça signifie que n'importe quel endroit que vous voyez ici dans cette colonne, j'aurai la masse. Donc ça s'arrête ici. Ici, les rails d'alimentation sont isolés du reste, mais on va aller les repiquer. Donc moi, ce que je vous conseille, je vous mettrai en lien des vidéos d'excellents youtubeurs d'électronique qui ont des vidéos, entre autres, consacrées on va dire, au matériel minimum à avoir. C'est souvent, pour débuter, je vous conseille, il y a des kits à la base qui étaient prévus pour Arduino, mais c'est valable pour toutes les cartes et pour tous les montages, qui comportent, moi ce que j'aime beaucoup, des petits fils comme ça qu'après on peut tordre pour faire les montages. Sinon, vous pouvez utiliser comme sur le backpack, je vais essayer de vous en trouver un autre, des fils plus souples. Voilà, ce genre de câble. Ce qu'il y a là sur un montage comme ça, c'est vrai que bon, voilà, si on branche, ça fait quand même des fils qui se baladent un peu partout. Ça marche, mais c'est un peu plus encombrant. Donc pour les montages là, je vais essayer de vous faire ça avec ce genre de câble. Donc on a dit qu'on allait faire un montage tout d'abord où on allait récupérer la masse de notre carte par le backpack, donc troisième ici, donc je recompte 1, 2 et 3. Donc je viens en ficher ici l'extrémité du câble. Tac, je le pousse avec la pince. Ça c'est très pratique ce genre de pince. Il y en a aussi biseauté au bout pour attraper les composants. Et donc cette masse, je vais venir la mettre sur le rail bleu. Je vais faire les montages sur cette partie-là. Donc je vais la mettre par exemple ici. Voilà. Ce qui signifie, donc là je vous ai dit la breadboard, les colonnes sont toutes comme si elles étaient reliées entre elles là au milieu. Là, c'est une colonne, c'est comme si c'était relié. Les rails d'alimentation, c'est la ligne. Donc ça veut dire que là dorénavant sur cette breadboard, toute la ligne bleue aura le même point de masse. La masse c'est bien, maintenant on va récupérer l'alimentation. Donc l'alimentation là on voit ici le 3V3, donc c'est la quatrième, c'est juste à côté. On va la récupérer là. Et puis je vais la mettre dans le rail, dans la partie rail d'alimentation de l'autre breadboard. Voilà. Toc. Je sais pas si je peux pas la déplacer celle-ci, voilà, pour que ça soit un peu plus joli. Voilà. Donc là dorénavant, on aura sur le rail bleu, nous aurons la masse, sur le rail rouge, on aura 3V3. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit, on va mettre une masse sur un des connecteurs extérieurs, une alimentation 3V3 sur l'extérieur, et puis on viendra récupérer la tension ici. Donc là je vais l'enficher, c'est pas forcément le genre de potentiomètre idéal pour une breadboard, mais bon, on va s'en sortir. Je vais l'enficher ici. Voilà, je pense qu'on voit quand même là, ouais. On distingue quand même ici les trois connexions. On va essayer de l'enficher plus proprement. Ouais, ça tient. Voilà. Donc, on va récupérer, pareil avec les petits jumpers, on va récupérer pour l'un une masse. Peut-être qu'il est un peu court, on va prendre celui-là, il est plus long. On va récupérer une des masses. Voilà. Voilà. Je suis un peu devant quand même, j'essaie de vous montrer le plus possible. Voilà. Donc là, on a la masse. Donc vous voyez, elle part du rail ici, qui vient bien d'ici, qui correspond au fil orange qui va jusqu'au ground sur le backpack. La masse sur la première borne. Pour la seconde, on va aller chercher sur le rail d'alimentation. Et on va la mettre ici sur la broche extérieure. Voilà. Maintenant, pour avoir la suite, alors, ici, on devrait pouvoir se brancher directement, par exemple, sur une LED pour voir si ça fonctionne. C'est ce qu'on va faire. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. J'aime bien toujours, comme là, le potentiomètre est quasiment à 0 quand vraiment on le tourne au maximum. J'aime bien rajouter une petite résistance dans le montage. C'est ce que je ferai tout à l'heure quand on lira sur le backpack. Tout simplement pour pas avoir d'intensité trop importante et d'être directement relié sur une broche après coup. Donc je mettrai une petite résistance tout à l'heure. Là on va mettre directement donc une LED. Une LED c'est ce genre de composant qui va donc bien sûr s'allumer sur la partie haute. Là j'ai déjà un petit peu utilisé, mais on peut constater que il y a quand même un des deux fils là qui est plus long, qui
correspond donc au positif dans la circulation du courant. Donc là, le positif va arriver par la sortie du potentiomètre qu'on va récupérer là, sur la broche, donc n'importe où dans le rail qui correspond. Voilà. Et puis pour que tout cela fonctionne, une fois qu'on ressort de notre LED, on va retourner sur la masse. Hop. Est-ce que j'ai assez long? On va voir si c'est assez long celui-là. Ouais. On va faire avec. Hop. Voilà. Donc là, pour l'instant, la Gamebuino, elle n'est pas tellement dans un rôle de programmation. Donc là, elle est au-dessus, vous la voyez pas, mais je vais juste l'allumer, tout simplement pour fournir l'électricité dont on a besoin dans le montage. Voilà. Et si je tourne le potentiomètre, vous voyez que la LED s'allume, et si je rediminue, elle s'éteint progressivement. Donc là, on a déjà une variation au niveau du potentiomètre. Ça veut donc dire qu'on a quelque chose qui, en fonction de la position du potentiomètre, va avoir une valeur plus ou moins grande, et donc cette valeur plus ou moins grande, on va voir comment la lire sur une broche analogique du backpack et la retranscrire en code. Je vous montre ça tout de suite. Et donc pour terminer, nous allons maintenant voir le petit bout de code que j'ai utilisé. Tout d'abord ici, vous voyez que j'ai remplacé la LED de tout à l'heure par une petite résistance. Ça c'est moi qui veux garder cette sécurité. Que je reprends ici. Si on suit le fil vert, on voit que je vais jusqu'à l'entrée A1, qui est l'entrée analogique, donc A1 sur le backpack. Et donc sur ce montage, il y a une variation, comme tout à l'heure, qui se produit de tension au niveau de la broche centrale du potentiomètre. Et bien on va lire cette valeur. Je vais vous montrer avec mu le code. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai même mis plus de code que ce qui serait nécessaire, hein, la base de base. Ce qui est important, c'est de récupérer le module analog IO, de récupérer le analog in en l'occurrence pour faire de la lecture. On peut aussi émettre un voltage avec analog out. Et j'ai choisi donc le module board permet d'avoir un certain nombre d'informations sur la carte qui est dessous. Et je lui dis d'utiliser la broche qui correspond à A1. Dans ma boucle, j'ai utilisé le SDK. Alors j'ai découvert que j'étais obligé d'utiliser le GB wait for update alors qu'au départ je voulais rien tracer du tout. Je voulais juste afficher des valeurs. Et visiblement c'est obligatoire. Je vais en parler sur le forum avec Soru, on verra. Donc tant qu'à faire, vu que j'étais parti à utiliser la librairie Gamebuino, j'ai effacé l'écran. Là, la petite astuce du double print avec ce qu'on appelle un tuple, c'est-à-dire une première valeur, une seconde valeur, là j'ai remis sur la seconde, ça permet d'utiliser dans mu, ici vous voyez, on affiche ici le tuple de valeur, mais en même temps on a un graphe qui va apparaître sur le côté. D'ailleurs là, vous voyez peut-être pas très bien la partie graphe, voilà, là on la voit mieux. Et si je viens ici sur le potentiomètre faire varier, donc on voit bien que les valeurs vont varier, donc jusqu'à 65 000. C'est lu de cette façon-là en circuit de Python. En C, j'ai fait un essai, les valeurs sont entre 0 et 1023. Je n'ai pas encore découvert pourquoi. Et voilà, je peux diminuer. Donc vous voyez qu'avec juste ce petit bout de code, il suffit de reprendre l'exemple de Pong et on peut définir... calculer à partir de la analog in value et faire un rapport entre le pixel 0 et le dernier pixel tout en bas du Pong qui doit être en 80 si je dis pas de bêtises, et ça vous permet de piloter avec le potentiomètre votre raquette de Pong, et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo sûrement, de même qu'une vidéo sur la soudure, puisque je l'ai promis à Steph et à Mathis, il n'y a pas de problème, on le fera. Voilà, à bientôt.